J'étais comme tout le monde, je connaissais la petite histoire des tombeaux, Khéops, Képhrène, Mykérinos. Je savais rien de plus, quoi, finalement. Moi, la porte d'entrée, c'était plus le côté astronomie, parce que j'étais plus tourné sur ces questions-là. Moi, je suis plutôt scientifique de formation. Gamin, je faisais un peu d'astronomie amateur, et c'est vrai que là, j'avais déjà ressenti des choses par rapport à notre place dans l'univers. Moi, je me souviens toujours de la première fois que j'ai vu la nébuleuse, la galaxie d'Andromède. Ça a été une espèce de révélation, de dire oh, mais qu'est-ce qu'on est dans l'univers, quoi. Et c'était plus cette porte d'entrée-là. Et en fait, c'est cette rencontre avec Georges Vermar qui s'est faite de façon fortuite, on va dire. Cette rencontre-là a déclenché cette curiosité sur ce sujet. Parce que ce qu'il a commencé à me présenter m'a vraiment interpellé. Ce sujet de la pyramide en lien avec la position des étoiles et la constellation d'Orion, dont on en reparlera. Là, ça m'a vraiment interpellé parce que ça mettait en question la position même des étoiles et la place du hasard dans ce mouvement des étoiles et leur position. Rien n'étant au hasard, là, mon esprit scientifique en même temps a été interpellé et à me dire non, là, c'est pas possible. Il y a quelque chose c'est trop. Et en même temps, je ressentais quelque chose par rapport à cette possibilité. Et donc, il a fallu que je fasse ce travail avec Georges, donc ça fait 20 ans maintenant que je travaille avec lui. Et en faisant ce travail, j'ai été amené à conforter mon intellect, finalement, qui s'interrogeait beaucoup, et à me dire, ah ben oui, c'est bien ça. Il n'y a pas, hein, en regardant, en faisant tous les constats qu'on a pu faire, parce que maintenant on en a, depuis 20 ans, on a eu l'occasion de développer ça très largement. C'était devenu une évidence. Alors aujourd'hui, ouais, c'est ça. Si on reprend l'histoire des pyramides telle qu'on nous la raconte, et qu'on se penche dessus quelques minutes, moi je pense que même quelques minutes, ça peut suffire déjà à se dire, attendez, mais il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est des tombeaux, Khéops, ensuite Képhrène, ensuite Mykérinos. Tout ça en un laps de temps quand même relativement court. Hein. Khéops, 20 ans. Comment ça a pu être construit? Déjà sur cette durée-là, ça paraît déjà gigantesque. Hein. Il faut avoir en tête que c'est quand même 2,5 millions de blocs de pierre. Donc ça, déjà là, si on y réfléchit 2 minutes, c'est une pierre toutes les 10 minutes hein, qui est posée, taillée, montée, ajustée au millimètre près. Donc tout ça, il a fallu enchaîner ça, que les ouvriers, ils travaillent. Alors on sait aujourd'hui que ce n'étaient pas des esclaves, mais il a fallu quand même faire le boulot. C'est gigantesque, quoi. Et puis ensuite, il y a quand même pas mal d'éléments par ailleurs même sur place, on arrive à voir des choses qui font que la théorie ne tient pas la route, quoi. Et nous n'avons effectivement absolument aucune preuve écrite de l'époque. Il n'y a rien qui nous dit dans les fresques égyptiennes, dans les pyramides elles-mêmes, alors que c'est des tombeaux dans lesquels on devrait avoir toute l'histoire des pharaons, enfin des louanges. Non, il n'y a rien. Alors que dans les tombes, qui elles sont souterraines, qui sont sur les autres pharaons, c'est plein d'hiéroglyphes. Et là, il n'y a rien. Toutes ces chambres dites funéraires sont vides. Alors, bien sûr, on peut dire qu'elles ont été pillées, mais qu'il n'y ait pas aucune inscription, ça c'est troublant. Pour quelqu'un qui a fait une pyramide aussi grande, et ensuite, il n'y a pas d'autres textes, même un peu postérieurs, qui en parlent. On ne parle pas des pyramides, nulle part. Il faut attendre Hérodote 2000 ans après. 2000 ans après, donc de 2500 à l'époque de Khéops, on arrive à peu près moins 500 à l'époque d'Hérodote. Bon, en 2000 ans, quelle est la version des faits réels? On ne sait pas trop, quoi. Quand on regarde les outils qu'ils avaient à disposition, d'après ce que nous disent les égyptologues, hein, les outils qu'ils ont, mais c'est dérisoire. Et se dire, ils ont taillé les pierres avec ça. Aujourd'hui, on cherche hein, encore hein, des techniques. Il y a des essais qui sont faits. Mais bon, il a fallu quand même tailler 2,5 millions de blocs de pierre. Et en plus, il n'y a pas une pierre pareille.
On aurait pu imaginer faire ça en série, quoi. On fait des blocs et puis on les pose. Non, ils ont tous des tailles différentes et parfaitement ajustées. Et après, quand on regarde après la forme de la pyramide elle-même, l'ajustement par rapport aux points cardinaux, d'une perfection presque absolue, quand on regarde qu'il y a un petit creusement des faces en plus qui a été rajouté, qui permet de voir à un moment donné des demi-faces à l'ombre et au soleil, donc il y a un jeu aussi par rapport aux saisons. Ces ajustements-là aussi précis, c'est quand même assez fabuleux. Et est-ce que ça a pu être réalisé comme ça, aussi bien, aussi précisément dans un laps de temps court comme ça? Ça interroge. La question, une fois qu'on se dit ce ne sont pas des tombeaux, ou alors ça peut-être servi de tombeau à un moment donné, mais c'était pas ça la vocation initiale, très certainement. Qu'est-ce que c'était? Alors maintenant, il faut effectivement regarder de plus près sur l'aspect géométrique, numérique, parce que ça a des dimensions bien précises, des positions bien précises. Quand on regarde les trois pyramides sur le plateau de Gizeh, quand on les regarde vus du ciel, hein, on a 3 carrés qui sont positionnés de façon très particulière. Et on va regarder ces positions et ces nombres en fonction de l'astronomie, c'est-à-dire qu'on va faire des rapprochements avec ce qui est en lien avec notre système solaire, la Terre, la Lune, le Soleil, qu'on va retrouver de façon récurrente dans toutes les données qu'on a pu retrouver, y compris dans les fresques égyptiennes. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'on a retrouvé ces rapports Terre, Lune, Soleil dans un bon nombre de fresques égyptiennes. Et le lien avec la constellation d'Orion et l'étoile Sirius. Ça, c'est peut-être pas non plus complètement lié au hasard qu'on se penche sur cette question d'Orion et de Sirius, c'est que c'est la mythologie égyptienne aussi qui fait ce lien, puisque Orion est dédié au dieu Osiris, qui est quand même un des dieux majeurs de l'Énéade égyptienne, et l'étoile Sirius, qui est dédiée à la déesse Isis. On a réussi à montrer ces concordances, effectivement, avec le ciel. Alors, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Robert Bauval, dans les années 90, avait déjà fait ce rapprochement des 3 étoiles du baudrier d'Orion et des 3 pyramides de Gizeh. C'était une première étape. On le montre de façon encore plus convaincante parce que c'est à l'échelle de toute la constellation d'Orion, du plateau de Gizeh, la position du Sphinx. Tout est positionné d'une façon très précise. Alors que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est disposé un peu au hasard, c'est pas aligné, les tailles sont différentes, Képhren et Khéops sont relativement proches en dimension, mais pas tout à fait, c'est pas exactement les mêmes angles. Pourquoi? Voilà, on a de quoi s'interroger. Pourquoi ils n'ont pas choisi toujours le même modèle? Et non, c'est parce qu'il y a des rapprochements à faire avec les nombres, et ces nombres nous amènent aux dimensions de nos astres, et notamment donc de la Terre, de la Lune et du Soleil. Ce qui nous pose une autre grande question, c'est comment connaissait-il ces diamètres-là, diamètre de la Terre, diamètre de la Lune, diamètre du Soleil, la distance de la Terre au Soleil, les distances, on devrait dire, puisque c'est variable, puisqu'on est sur une ellipse. Tout ça, c'était connu, et on le montre. Il a fallu attendre d'avoir les outils qu'on a aujourd'hui, télescopes, etc., pour comprendre comment c'était fait, les distances, pour pouvoir retrouver ces distances-là, les calculs en années-lumière, etc. C'est quand même relativement récent. C'est sûr que 2500 ans avant Jésus-Christ, on était normalement loin. Et pourtant, les faits sont là. Qu'est-ce qui fait vraiment ce lien entre la géométrie et l'astronomie? En fait, on peut partir de l'angle de la pyramide. Déjà, à lui tout seul, il nous donne la clé. On sait aujourd'hui que si on prend la hauteur de la pyramide et qu'on la divise par la demi-base, ici, ce rapport-là, hauteur-base, nous donne 4 sur pi. C'est la tangente de l'angle qui nous donne l'angle de 51 degrés 51 de la pyramide. Il suffit de diviser la hauteur par la demi-base, quand on coupe la pyramide en deux. Aujourd'hui, quand on regarde la constellation d'Orion, on se rend compte qu'il y a 4 étoiles cadres et 3 étoiles centrales. Les 4 étoiles cadres forment une croix,
Et cette croix-là nous donne l'angle de la pyramide. Et ça nous interpelle tout de suite, puisqu'on va se dire, bah, le nombre pi est inscrit dans la position des étoiles. Donc, est-ce que ces étoiles-là sont placées au hasard dans le ciel? Alors bien sûr, on va dire, oui, mais c'est vu de la Terre. Mais il n'empêche que, voilà. Et il y a d'autres éléments troublants, c'est que ce nombre de 4 sur pi, avec lui, on va arriver au diamètre de la Terre et à celui de la Lune. C'est relativement simple. 4 sur pi, donc c'est égal à 1,2732. Voilà. Ce nombre, 1,2732 plus 1,2732, plus 12 732. C'est-à-dire que je décale simplement la virgule, je multiplie par 10 000. Donc cette clé, je vais dire une petite clé, donc notre 4 sur pi, 2 fois plus notre 4 sur pi fois 10 000, on arrive exactement au diamètre moyen terrestre de 12 734,900 km. Donc là, ça veut dire que déjà le diamètre de la Terre théorique, moyen, je me parle du diamètre moyen, il est basé sur ce nombre pi. Alors vous allez me dire, oui, mais on le sait depuis longtemps, 40, puisque le mètre a été aussi fait en fonction de ça. Non, pas tout à fait. Le diamètre moyen, c'est pas 40 000 divisé par pi, c'est 40 008 divisé par pi. Donc ce qui nous fait ce lien en plus avec ce 4 sur pi. Si on s'en tient juste à ce constat qu'on a cette croix d'Orion qui nous donne l'angle de la pyramide, on peut à la limite se dire c'est un hasard. Mais quand on va commencer à regarder comment se positionne la constellation d'Orion à travers le temps, et à travers notamment ce qu'on va appeler le cycle de la précession des équinoxes. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'astronomie. Il faut comprendre une chose, c'est que la Terre tourne pas rond sur son axe. Elle décrit un espèce de mouvement de toupie, comme ça, tout en tournant sur elle-même et tout en tournant autour de la Terre en un an. Donc il y a ce mouvement sur 24 heures, sur 365 jours, et il y a ce mouvement de rotation, mais qui lui dure 26 000 ans. 25 850, si on veut être plus précis. Ce mouvement-là, il est primordial, parce qu'il va nous donner des éléments, des repères par rapport à la position des étoiles. Alors, ça a plusieurs incidences pour nous, vu de la Terre. La première chose, c'est que l'étoile polaire bouge. L'axe nord de la Terre va pointer sur un cercle, ce qui fait qu'aujourd'hui, il pointe sur une étoile qu'on appelle l'étoile polaire, qui est dans la petite ours. Mais si on remonte par exemple à l'époque de Khéops, on est dans la constellation du Dragon, sur l'étoile Tuban, et si on remonte encore dans le temps, on va changer de position dans le ciel. Ça, c'est un premier impact de ce cycle sur l'aspect visuel. Un autre qui est connu, c'est le fait de changer de constellation de référence tous les 2160 ans. C'est ce qui fait qu'on change d'air, parce que le Soleil se positionne dans une constellation et au fur et à mesure, il se décale progressivement à cause de ce cycle. Et donc, tous les 2100 ans, il va changer de constellation du zodiaque, il va parcourir les 12 constellations du zodiaque. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit par exemple qu'on quitte l'ère des Poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. Donc ça, c'est un autre effet visuel. Alors, à l'échelle d'une vie humaine, c'est vraiment à peine perceptible, mais bon, sur 26 000 ans, on fait quand même tout le tour du zodiaque. Et l'autre phénomène qui va nous intéresser particulièrement, c'est quand on va regarder Orion, justement. Donc, je rappelle qu'Orion, c'est notre constellation de référence et qui fait ce lien avec Osiris. Donc, on ne prend pas cette constellation non plus complètement au hasard. Donc, chaque nuit, la constellation va se lever et va se coucher. Donc passer par un point haut, comme le Soleil, et va se recoucher. Et pendant 13 000 ans, la constellation va monter dans le ciel, comme ça, et pendant 13 000 ans, va redescendre. Donc on a un point bas et un point haut. Et donc et quand on regarde, il suffit de prendre un logiciel d'astronomie, moi c'est ce que j'ai fait, et on cherche le moment où c'est le plus bas, et on tombe sur 10 500 avant Jésus-Christ. Tiens, 10 500, il y en a d'autres qui parlaient de 10 500, d'où ça venait, etc. Les sources ne sont pas forcément faciles,
On parle après de l'Atlantide, etc. Mais là, on a une référence astronomique précise. Et on va avoir donc un temps haut en 2500 après Jésus-Christ. Donc là, on commence à être assez haut hein, dans le ciel. Aujourd'hui, si vous regardez Constellation, qui est une constellation d'hiver, on la voit quand même assez haut dans le ciel. Et quand on regarde, et c'est là que ça devient incroyable, c'est quand on regarde le ciel comme si on était à Gizeh, hein, toujours sur un logiciel d'astronomie, hein, vous mettez la localisation de Gizeh, moins de 10 500, et on regarde le ciel, comment il bouge. Et là, on se rend compte qu'il y a un moment, donc Orion se lève, et juste avant qu'il aille se coucher, hop, il y a l'étoile Sirius à côté qui se lève. Et il y a un petit temps très, très court où on voit les deux. On voit toute la constellation d'Orion avant que la première étoile aille se coucher. Quand on regarde le dessin de la constellation d'Orion, on va avoir deux étoiles alignées et un angle droit parfait sur l'étoile Sirius. Et de cet angle droit, on va pouvoir dessiner un rectangle. Et ce rectangle, je vous le donne en mille, c'est le rectangle d'or. On parle souvent de proportions divines. Pour dessiner un rectangle d'or, on prend un côté, on le multiplie par ce nombre d'or qui est égal à 1,618 et ça vous donne l'autre côté qui est fatalement plus grand. Et donc, on dessine ce rectangle d'or comme ça. Alors après, il y a des déclinaisons dans la suite de Fibonacci. Alors c'est un nombre qu'on retrouve aussi dans la nature sous forme de certaines spirales. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind, indicating the one who was there, a fingerprint. Mais là, dans la position des étoiles, en moins 10 500, il est flagrant et il nous montre que c'est d'une perfection incroyable. C'est-à-dire que la proportion du nombre d'or est là, dans ce dessin fait par les étoiles, et uniquement à ce moment-là, parce qu'il se trouve que Sirius a un mouvement particulier qui fait qu'elle va se décaler des 7 étoiles au cours du temps. C'est-à-dire que les 7 étoiles d'Orion, sur une période de 10 000 ans, elles ne bougent pas entre elles. Alors, elles changent de position dans le ciel, mais les 7 étoiles entre elles ne bougent pas. Alors que l'étoile Sirius va se décaler. Et ça, de façon relativement flagrante. Ça fait partie des étoiles qui ont ce qu'on appelle un mouvement propre. À l'époque, elle était parfaitement en angle droit avec la constellation d'Orion. Et on a ce triangle-là équilatéral. On a un triangle équilatéral qui se dessine à partir de Sirius dans ce rectangle d'or. Et le sommet se retrouve exactement sur le méridien sud
Donc ça aurait pu être un peu à côté, ou non, c'est pile dessus. Et l'autre point du triangle est dans l'alignement exact de Betelgeuse. Et là, on a un angle de 45 degrés. C'est valable uniquement grâce à ce point de Sirius, et on le retrouve que à ce moment-là. Quand on regarde la constellation d'Orion, il y a un autre élément qui est très troublant, c'est les distances des 7 étoiles. Donc on a 7 étoiles. Nous, vu de la Terre, on a l'impression qu'elles sont dans le même plan, hein, ça fait un dessin comme ça, mais elles sont toutes à des distances différentes. Donc les plus proches sont autour de 200 années-lumière, et les plus éloignées à 1300. Quand on s'amuse à additionner les 7 distances, on tombe sur 5236 années-lumière. Alors comme ça parle peut-être pas à tout le monde, mais il faut savoir que 0,5236, c'est la coudée égyptienne. Et ce 0,5236, c'est pi divisé par 6. Autrement dit, dans la distance des 7 étoiles, on retrouve encore une fois le nombre pi qu'on avait dans la croix d'Orion avec l'angle de la pyramide qui est donné par 4 sur pi. Et là, avec la distance des étoiles, on retrouve encore le nombre pi. Les Égyptiens, on parle voilà, comme unité de mesure de la coudée. Alors il existe plusieurs coudées. Pour nous, celle qui a servi pour la pyramide, c'est cette coudée de pi sur 6, de 52 cm 36. Alors, qui fait le lien aussi avec le mètre. On le voit avec un triangle équilatéral qui aurait de côté 1 mètre plus 52 cm 36, plus une coudée. Ce triangle équilatéral, si on le divise en 9 hauteurs égales, chaque hauteur nous renvoie à la hauteur de la pyramide. Ça fait 0,146 60, 9 fois. Et 146 60 en mètres, c'est la hauteur de la pyramide. Donc on a un rapport comme ça entre le mètre et la coudée et la hauteur de la pyramide. On a parlé pas mal de la Terre et de la Lune, donc, qui étaient donnés par l'angle de la pyramide et notre fameux 4 sur pi. Mais on se rend compte aussi que le diamètre du Soleil, théorique, n'est pas lié au hasard. C'est aussi des nombres simples qui nous permettent de le définir. Et pour ça, il suffit de partir d'un carré de diagonale 1. C'est pas très compliqué. Ce carré-là, le cercle a la même surface que ce carré. Chaque degré de ce cercle, les 360 degrés, nous renvoie au rayon du Soleil. Alors bien sûr, il faut multiplier ça après par, puisqu'on est parti de 1, il faut multiplier ça par un million, parce que le diamètre du Soleil, c'est 1 392 000. Voilà. Alors comme ça, on peut se dire que c'est un chiffre théorique qu'on a retrouvé et qui reste purement théorique, mais on va se rendre compte que les Égyptiens l'ont inscrit dans la pyramide. Il suffit de le remettre, ce cercle solaire, à l'échelle de la pyramide, c'est-à-dire qu'au lieu de 1 392 000, etc. kilomètres, on le met à 139 mètres 25 71. Et là, le cercle s'inscrit dans la structure de la pyramide. Vous le faites apparaître, rentrer le Soleil de façon à ce qu'il soit tangent là, aux apothèmes. Et le triangle équilatéral qui s'inscrit à l'intérieur du cercle vient se poser sur la base de la pyramide. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous fait dire que le Soleil on sait que c'était important pour les Égyptiens, mais y compris pour les bâtisseurs, les concepteurs de la pyramide, c'est aussi ce qu'ils ont voulu nous signifier, que le diamètre du Soleil n'était pas lié au hasard. Ce diamètre solaire, donc c'est de 1,39 25 71, donc 1 392 571 km. On le retrouve aussi avec les 9 premiers chiffres. Il suffit de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alignés, multipliés par pi sur 2, donc on retrouve encore le nombre pi, le tout racine carrée, et on tombe sur 139 25,71. Donc avec des chiffres simples, et là ici on a l'Énéade, les 9 premiers chiffres, ou les 9 dieux égyptiens,
eh bien on retombe sur le Soleil. On a 2-3 formules comme ça qui nous permettent de retomber sur ce même chiffre. La pyramide en lien aussi avec la distance Terre-Soleil, on va le retrouver simplement sur la hauteur de la pyramide. La hauteur, elle fait 146,60 mètres quand on la prend sur le socle. On va retrouver la distance Terre-Soleil, la distance la plus courte, parce qu'en fait, la Terre tourne autour du Soleil sur une ellipse. Donc il y a une distance courte et une distance plus longue. La distance la plus courte, c'est 146 060 km. Et cette distance-là, on va la retrouver, curieusement, autour des moins 10 500 avant Jésus-Christ. Et donc on a ce lien hauteur-pyramide, distance Terre-Soleil et moins 10 500 avant Jésus-Christ. Donc ça, ce qui nous renvoie encore une fois à moins 10 500. Il y a plusieurs éléments comme ça qui nous ramènent à cette époque-là et qui nous fait dire aujourd'hui, sans en avoir la certitude à 100%, mais que les pyramides datent de ce moment-là. Alors après, par rapport à ces moins 10 500, on a aussi d'autres éléments comme le Sphinx qui pointe vers l'est, et la constellation de référence en moins 10 500, c'était la constellation du Lion. Aujourd'hui, on a dit on quittait le Poisson pour entrer dans la constellation du Verseau. En moins 10 500, c'était la constellation du Lion, le Sphinx étant une forme de lion. Plus les phénomènes géologiques, concrètement, où les géologues nous disent que l'érosion qu'a pu subir le Sphinx sont liées à des phénomènes climatiques qui remontent à plus de 8000 ans avant Jésus-Christ, pour qu'il y ait eu autant d'eau. Voilà, ça nous ramène encore à cette distance-là et nous tendrait à nous dire que bah oui, tout ça existait bien avant l'époque de Khéops. Ce qui m'amène à dire que cette histoire de tombeau, pour moi aujourd'hui, c'est un peu comme l'histoire du Père Noël, quoi. Il arrive un moment, on nous raconte une belle histoire. Voilà, Khéops, Képhren, chacun fait son petit tombeau. On y croit, parce qu'on n'y réfléchit pas plus que ça. Et puis c'est les savants qui nous le disent. Hein. On y croit, sur la base de 2-3 éléments comme ça. Et puis, comme on croit au Père Noël, il arrive un moment où on commence à réfléchir. L'âge de raison arrive, on se dit, on réfléchit un peu. On se dit, mais c'est bizarre quand même cette histoire. Alors le Père Noël, comment il fait pour passer par la cheminée? Mais là, pour nous, là, c'est... comment ils ont quand même réussi à monter toutes ces pierres et tout ça. On commence à réfléchir et on se dit, non, ça va plus là. Non. Et là, bon, aujourd'hui, il faut passer à l'âge de raison. Et je pense qu'il est grand temps de voir les choses autrement. Si cette connaissance a été inscrite et s'est véhiculée à travers le temps, c'est qu'il y a une raison à ça. Quand on reprend ce que je viens d'essayer d'expliquer, que ces connaissances astronomiques nous montrent que le diamètre de la Terre, que la position des étoiles, etc. ne sont pas liées au hasard, ça nous met sur la voie d'un principe créateur, quelque part. Si ce n'est pas le hasard, c'est bien qu'il y a un principe créateur d'une harmonie dans l'univers. Tout ça ne procède pas du hasard, donc d'un principe créateur. On vit dans un monde où l'harmonie est à la base de tout. Et on le retrouve à travers donc, les mathématiques, la géométrie, les nombres. Donc ce qui veut dire que... ce qu'on pense, nous, c'est que c'est ça qu'ils ont voulu nous dire, à travers les formes et la position des pyramides. C'est à la fois une connaissance, la transmission d'un savoir, mais en même temps d'être capable de pouvoir montrer que nous vivons dans un monde où l'harmonie est omniprésente. Alors la difficulté qu'on va avoir à la lecture de ce message, finalement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est à chacun de faire son chemin avec. En fait, on ouvre une porte. On montre que ça existe, qu'on n'est pas déjà le fait de savoir qu'on n'est pas le fruit du hasard, que la Terre n'est pas là, c'est pas un amas de poussière d'étoiles qui s'est fait comme ça n'importe comment. Non, ça procède d'un principe d'harmonie universelle. Donc nous aussi, en tant qu'êtres humains, on fait partie de cet univers-là. Donc on est dans cette harmonie-là. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on recherche en nous. Et donc c'est tout ce travail qu'on a à faire.
Mais déjà, encore faut-il en prendre conscience. Et je pense que nos travaux sont là pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous aider à prendre conscience de cette harmonie-là que peut-être on ressent au fond de nous. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Comme je parlais au démarrage, je sentais ce lien avec l'univers, mais bon, c'était quelque chose d'inconscient. Et là, par la conscience, on arrive à faire ce lien. Et ça, cette jonction-là, intuitif, cognitif, c'est déjà quelque chose de fondamental, parce qu'on est un être humain pensant. Donc si on est doté de cette pensée-là, c'est pour quelque chose. Et c'est peut-être aussi une des missions qu'on a, c'est de prendre conscience de l'harmonie de la Terre à travers notre matérialité, puisqu'on est incarné dans la matière, et par la conscience, en passant par l'intellect, comme ça, notre ressenti va s'en retrouver encore plus renforcé quelque part, je trouve. Et là, on arrive à ressentir des choses à l'échelle personnelle qui peuvent être vraiment fortes. Il y a des moments, quand on a fait certaines découvertes, mais c'était presque à pleurer, quoi, parce que on est là, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, c'est trop beau, enfin, on le ressent vraiment au plus profond de soi. Rien que ça, c'est déjà une satisfaction énorme, et de sentir qu'on est là-dedans, quoi, et de sortir du marasme dans lequel on peut vivre aujourd'hui avec toutes les difficultés de la matérialité. C'est quand même un élément qui peut nous aider à vivre autrement. On va retrouver le rapport en fait Terre-Lune-Soleil, sauf que le Soleil, bien sûr, il est 100 fois plus gros. Donc, mais si on le divise, il suffit simplement de ramener le Soleil 100 fois plus petit, au lieu d'1 392 000, on le ramène à 13 925 km. La Terre donc à 12 734 km, la Lune à 3 476 km. On a 3 cercles, et ces 3 cercles-là, on va les retrouver systématiquement dans les fresques égyptiennes. Alors, pas dans toutes les fresques, mais dans de nombreuses fresques. C'est nos dernières recherches qui nous ont amené à montrer ça. On retrouve donc Terre, Lune, Soleil, rectangle d'or et le triangle pyramide. Et ça, les 5 souvent représentés dans le même dessin, à travers des détails liés à la position des yeux, à la position des bâtons. Vous avez un pêcheur sur une barque qui tient un harpon alors que l'autre tient une rame. Vous vous rendez compte que si vous réunissez les deux, c'est exactement l'angle de la pyramide, et avec une grande précision. Et on va se rendre compte que c'était des véritables artistes, parce qu'ils ont réussi à travers des dessins qui signifient autre chose. Hein, vous avez une chasse, un pharaon dans une barque, et puis vous avez une espèce de chasse aux poissons ou aux crocodiles. Donc ça a une toute autre signification. Mais à travers ce dessin, vous retrouvez tout. La Terre, la Lune, le Soleil, et ça parce que l'artiste a placé donc ses rames d'une certaine façon, la hauteur du personnage, son œil. On se rend souvent, les yeux sont des repères, les mains qui tiennent une croix, souvent qui tiennent une croix égyptienne, sont aussi des points de repère. Et à partir de là, vous avez des lignes qui se dessinent et qui représentent ces 3 cercles, ou la Terre, ou le rectangle d'or. Voilà. Quand on trouve comme ça ces rapports-là, on peut se dire, c'est des coïncidences, où vous avez réussi à trouver ce que vous cherchiez. Ça, c'est souvent ce qu'on nous dit, mais quand on cherche, on arrive toujours à trouver, avec le degré de précision que l'on a, et surtout avec le nombre d'occurrences qu'on a de ce type-là. Sur le plateau de Gizeh, on en a, aujourd'hui, je dois avoir une 60aine de planches qui montrent tous ces rapports carrés, triangles, pyramides ou triangles équilatérales, que tout ça s'est positionné d'une façon géométrique très précise, qu'il y a la Terre, il y a la Lune, le Soleil. Je dois avoir une 60aine de planches. Dans les fresques égyptiennes, aujourd'hui, alors c'est encore un peu récent comme recherche, et là il y a un champ, j'imagine, énorme. Et ça, j'espère que les égyptologues vont se pencher dessus, parce qu'on aimerait bien qu'on ne soit pas les seuls à s'intéresser à ça, parce que franchement, là, c'est un autre niveau de lecture
qu'il faut avoir, ce niveau de lecture géométrique. Et ça, on commence aujourd'hui à en avoir déjà une trentaine, et on se rend compte même, il y a plein de dessins où on voit des pharaons avec des pagnes qui ont en forme de triangle. Il suffit de regarder, c'est des triangles de pyramide. C'est exactement l'angle de la pyramide pour certains. Donc certainement, pour marquer le niveau d'initiation, enfin en tout cas qui fait référence à ce qu'on va appeler la tradition primordiale, on n'en a pas encore parlé, qui s'est véhiculée à travers le temps dans ces images, que ce soit dans les fresques égyptiennes. Je pense que si on regarde du côté de Sumer, on ne l'a pas encore fait, mais on va sûrement aussi trouver des choses. Et puis après, plus tard dans le temps, dans les images alchimiques, on va retrouver aussi ces références à l'astronomie. Et on a même d'autres références beaucoup plus récentes et qui sont aussi très troublantes. C'est le logo de la NASA, par exemple, le logo générique des missions Apollo, où on retrouve Orion et une géométrie très particulière du logo. Est-ce que cette connaissance-là, elle ne s'est pas véhiculée à travers le temps de façon cachée? Ce sont des éléments tangibles. Les pyramides, elles sont là, elles existent. C'est pas une pure vue de l'esprit, hein. On est obligé d'en tenir compte. Et là, elle nous donne des éléments de réponse. Et à la limite, je vais dire, peu importe qui, quand, comment, parce que ça restera toujours certainement un mystère, à moins qu'on trouve des textes enfouis quelque part, des papyrus ou que sais-je encore un jour. Peut-être, hein, sans qu'on aura ces éléments de réponse. Mais à la limite, je vais dire peu importe, parce que ce qu'elle nous montre par elle-même, ça suffit en soi. On cristallise beaucoup à travers ce mystère des pyramides, sur ce qui, quand, comment. Alors, est-ce que c'est les extraterrestres? Est-ce que c'est l'Atlantide? Est-ce qu'il a fallu la lévitation des pierres? Tout ça, c'est intéressant, c'est passionnant, mais on n'aura pas forcément les réponses un jour. Ça, par contre, sur ce principe de créateur universel, c'est ça l'important de nos travaux, quoi, au final. Qu'est-ce qu'on va en tirer aujourd'hui? Parce que c'est ce qui compte, hein, au final. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Et c'est vrai que on est peut-être à un tournant, hein. Aujourd'hui, on sent bien que le monde change, le monde bouge. On évoquait le cycle de la précession, qu'on change aussi d'ère. Est-ce que c'est lié à ça? Mais en tout cas, on sent qu'on a besoin de changer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que les pyramides existent. On a des confirmations intellectuelles à travers les nombres de la géométrie. Donc ça nous permet d'avoir des certitudes. Après, ce qui peut être au départ une simple foi, une croyance du charbonnier, ça devient quelque chose d'une certitude. Et là, à partir de là, on peut cheminer. Mais c'est un travail de toute façon qui reste un travail personnel et intérieur. Et ça, on n'y coupera pas, parce que tout le monde nous pose la question, c'est bien beau tout ça, mais alors? Et alors, je vais dire, il faut déjà l'accepter, hein, le regarder, l'accepter, le voir, parce que ça peut passer aussi à 10 000 lieues, hein, parce que ça peut paraître complexe, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Et une fois qu'on l'a accepté, c'est vivre avec, et l'intégrer, et se dire, cette harmonie, là, je vais essayer de la ressentir, de la vivre, de la travailler autour de moi.